Bonjour. Bienvenue en Charente-Maritime. Micheline et moi, on a fait la route jusqu'à La Rochelle, ce fier port de l'Atlantique, souvent baigné de soleil, n'est-ce pas, qui a gardé de son passé prestigieux une architecture quasiment intacte. Il ne faut pas oublier que La Rochelle dominait le commerce maritime en France pendant plusieurs siècles. Et d'ailleurs, je vais vous faire découvrir un peu cette ville. Et ce passé glorieux, on peut le lire au travers d'une architecture particulièrement bien préservée, les remparts sur lesquels on se trouve, mais aussi les arcades emblématiques de la ville où s'étalaient les marchandises autrefois pour les préserver. Il reste des maisons à colombages, de beaux hôtels particuliers d'armateurs, construits avec cette belle pierre blanche de Charente qui donne toute la lumière à cette ville. Alors, vous allez voir qu'ici, l'air marin souffle dans les cœurs, mais aussi dans les assiettes. On va goûter des moules au pinot, on va goûter du farci charentais, mais pas que. Un tourteau fromager et des huîtres, évidemment, c'est la patrie des huîtres. Mais avant cela, je voudrais qu'un personnage de la ville nous parle de sa Rochelle bien-aimée. Il connaît l'histoire maritime, en tout cas, de La Rochelle sur le bout des pinceaux. Il est illustrateur, mais il est aussi à l'origine de la fondation du musée maritime de La Rochelle, une étape incontournable de la visite de la ville. Il s'appelle Gilbert Morel et je crois d'ailleurs qu'il a posé son chevalet de l'autre côté du port. Ah oui, je le vois. Bonjour Gilbert. Bonjour Julie. À l'ouvrage déjà? Oui, de ce matin avec cette belle lumière. Hein. Je t'embrasse. On se tutoie? Oui, volontiers. C'est vrai qu'il y a une belle lumière ici. Ces tours, elles existent depuis combien de temps? 14e siècle. Elles ont été construites à 100 ans d'écart. Celle-ci, c'est la dernière. La Rochelle a été fondée à quelle époque? Au début du 12e. Avant, c'était rien. Il y avait des marais. Cet endroit était un endroit très pauvre, très insalubre à cause des marais. Là, c'est pas La Rochelle telle que c'est aujourd'hui. C'était La Rochelle, quoi, à l'époque médiévale? 1485. Par exemple, ici, ce port, je ne sais pas si tu le vois, mais regarde, c'est pas la même configuration. Il y avait ici une avancée, et là, c'est la petite tour de la chaîne qui refermait encore plus. Et puis, lorsque la taille des bateaux a augmenté, ils ont été obligés de couper, de casser cette tour. Avec qui commerce-t-on à l'époque, ici, à La Rochelle? Alors, beaucoup les Anglais. Donc on commerce avec l'Angleterre, avec les pays du Nord aussi. Ici, il faut imaginer des centaines de bateaux qui viennent en septembre-octobre, après les vendanges. On a récupéré le sel aussi, et ils attendent ici, se mouillent devant parce que c'est les la même remparts. saison, c'est vrai. Et puis ils vont venir chercher le vin. Et ce vin, on peut imaginer qu'il avait quelle saveur? Je pense que c'était une petite piquette, un bon vinaigre. Et alors ce fameux Pinot des Charentes, emblématique de la région et de la ville, il est né quand alors lui? C'est Monsieur Pinault. Le fameux Monsieur Pinault, qui aurait oublié du mou dans un tonneau. Il avait rajouté par mégarde du cognac, de l'eau de vie, et puis il l'a laissé. Et puis un jour, il a goûté, il a trouvé que c'était très bon. Quelques mois plus tard. Ce serait un peu l'équivalent des sortatins, mais en version alcool. Bon, moi, je vais aller rejoindre Sylvain, que tu connais bien, Sylvain Berthomé. Voilà, autre navigateur lui aussi. Oui, navigateur, grand navigateur. Et alors, il paraît que tu vas faire des moules avec lui. Ah ben, c'est ce qu'il m'a dit, qu'on allait faire un plat de moules au Pinot, justement. Ça va être une recette sauvage. Écoute, j'espère. Comme je savais qu'il allait travailler avec le Pinot, je t'ai apporté ce Pinot que tu lui donneras. Et bien, c'est un Pinot de La Rochelle. Voilà. Merci Gilbert. Je te retrouve demain. Voilà. Pour fêter la fin de cette itinéraire. Oui, j'apporterai du vin puisque je n'ai rien cuisiné. Merci, à bientôt. Au revoir Julie. Sont les filles de La Rochelle, ont armé un bâtiment, sont partis aux Amériques. Un matin, la voile au vent, un matin, la voile au vent. On choisit pour capitaine une fille de 15 ans. Ah, la feuille s'envole, ah, la feuille s'envole au vent. Avant de rencontrer Sylvain, je vais me rendre pour une première recette dans la campagne rochelaise. Cap sur Saint-Jean-de-Liversay, une charmante commune qui est située à l'est de La Rochelle, aux portes du Marais Poitevin. Et c'est dans le Marais Poitevin que l'on trouve la ferme de Bonneville sur près de 300 hectares, qui est tenue par Christelle et son mari.
Et Christelle élève notamment des poules de marrans. Vous savez, ces poules noires qui font des œufs brun chocolat, très savoureux, très originaux, qui sont très recherchés. Et c'est avec ces œufs que sa maman Martine va réaliser le fameux farci poitevin, farci charentais. Là, il y a des querelles de clochers très sérieuses. Elle va nous éclairer sur tout ça. Bonjour Christelle. Bonjour Julie. Ah, quelque chose me dit que vous revenez du poulailler. Voilà, même quand il pleut. Et alors, les voilà ces beaux œufs de marrans. Voilà les œufs des poules de marrans qui peuvent être parfois un peu plus noirs, ça dépend. Ils peuvent être mouchetés apparemment. Voilà, ça aussi, c'est une des caractéristiques de l'œuf de marran qui peut être moucheté, plus ou moins foncé. De temps en temps, on en a un complètement noir. Ils sont beaux. Après, la couleur de jaune va être plus en fonction de l'alimentation de la poule. Oui, comme voilà, toujours, ça c'est vraiment la caractéristique de la race. Et cette coquille, elle est assez épaisse, j'ai l'impression. Oui, elle est assez dure, elle est assez robuste. Ouais, c'est ça. Donc c'est agréable quand on fait de la pâtisserie. Oui, ça ne se casse pas pour un rien. Et alors sur cette ferme, vous cuisinez aussi, vous transformez, vous faites des conserves? Alors nous, on fait de la première transformation. Donc toutes les céréales, on les transforme en farine. Et depuis quelques années, on s'est même équipé pour faire des pâtes à partir de nos farines. Ah, vous faites vos propres pâtes? Vous avez là, voilà. Ah, je vais aller regarder ça. Et puis on transforme les oléagineux en huile, aussi sur la ferme avec une petite presse. Oui, donc en fait, la traçabilité est totale ici. Ben voilà, nous, on essaye d'avoir un cercle le plus vertueux possible et d'être le plus indépendant possible aussi. Et alors, nos petits œufs, qu'est-ce qu'on va leur faire subir? On va faire un farci avec votre maman, c'est ça? C'est ça, voilà. Ma maman qui va vous montrer la recette de famille du farci charentais qu'on fait ici. Il faut dire quoi, ils sont bien bronzés vos œufs. Hein. Ouais, voilà, ils sont trop beaux. Et ils sont bons aussi. Ils sont bons, c'est ça, ils sont pas seulement surtout, beaux. Surtout. Et dites-moi, est-ce qu'on doit prendre de la farine pour le Alors, farci? un petit peu pour le farci, un peu de je prends quoi, une 65 voilà, c'est classique. Bien. Voilà, très bien. C'était ma grand-mère, surtout maternelle, qui faisait ça. Elle n'a pas eu le temps de vous transmettre ses secrets. Instinctive, elle ne suivait pas beaucoup les recettes. Donc ça, c'est une des recettes qu'on a réussi à retrouver un petit bout de papier où elle avait écrit quelques trucs. Donc c'est ma mère qui détient le flambeau familial. Voilà, bonjour Martine. Bonjour Julie. Voilà, on vous apporte de quoi alimenter votre cuisine. Merci. J'ai ramené du pain. Je mets ça là. Alors, Christelle, tu restes avec nous? Non, je vais aller travailler un peu et moi je reviens quand tout est fini pour goûter et dire si c'est bon. Bon Merci, courage. À tout de suite. Alors, dites-moi tout. Donc le farci charentais, c'est celui qu'on mange dans la région, là autour de La Rochelle, et qui est fait surtout à base de poireaux et de légumes verts du jardin que les gens avaient dans leur jardin. Donc ma belle-mère faisait ça pour ses 4 garçons. Et ils aimaient beaucoup ça. Et pour faire plaisir aux garçons, je m'y suis mise, voilà. Alors, le farci charentais, c'est plutôt un pâté végétal fait avec des légumes verts. Et après, vous le mettez au four, dans un plat à four, quoi. Comme un plat à gratin, quoi. Voilà. Alors que le farci poitevin, on utilise des feuilles de chou. Donc, ça fait après un pâté arrondi. Alors, nous, on va faire les deux? On va faire les deux. Ah, voilà. Comme ça, je pourrais goûter les deux versions et peut-être délibérer ensuite. On va commencer par émincer tous les légumes verts, assez finement quand même. Assez finement. Ça cuit après plus facilement. D'accord. C'est vraiment un plat d'autrefois, un plat paysan, j'imagine. C'est-à-dire que voilà, les gens à la campagne, ils avaient tous des légumes verts dans leur jardin. Donc c'était un plat qui revenait pas cher. En plus, bon, ils avaient tous des poules, donc ils avaient les œufs. Oui, ils avaient les œufs. Je commence à faire revenir les légumes? Alors, il faut mettre du beurre. Du beurre doux? Une charentaise qui prend du beurre doux? Oui, pour la cuisine. C'est dingue! Pour la cuisine. Je pourrais dire que je l'ai vu une fois dans ma vie, ça. J'ai mangé trop de beurre salé quand j'étais jeune, sans doute. Ah, c'est ça. Je coupe quelques échalotes et oignons, puis nous éminçons tous nos légumes verts. Donc là, on a des blettes, du verre de blettes, des poireaux, vert et blanc, et des épinards, des feuilles assez tendres. Hop. Je vais mettre mes feuilles de chou à blanchir. Ah, d'accord. Vous allez les ébouillanter.
Un chou vert frisé qui sert uniquement pour la version poitevine du farci. Pour mettre un peu de chair dans ce farci très végétal, nous détaillons de la poitrine fraîche nature qui sera directement saisie avec de l'ail, des échalotes et de l'oignon. J'y vais, Martine? J'égoutte le chou? Oui. Alors, pour le chou, il me faut... C'est vous qui avez tricoté le... Non, c'est pas moi, c'est petit linge à chou? C'est une mamie qui me l'a prêté. Ah, bah c'est utile. Donc là, on prend... Les feuilles. Les feuilles. Alors, par contre, avant, on enlève quand même un peu... Les côtes? Les côtes, sans déchirer les feuilles, si possible. Voilà. Oh, dites donc, c'est une opération extrêmement délicate. Oui. Donc là, il faut mettre les feuilles bien comme il faut, que ça chevauche pour que la farce ne s'échappe pas. Ah, d'accord. Nous intégrons 6 œufs entiers de la ferme dans la verdure. Ouais, c'est vrai que la coquille est bien épaisse. C'est de leur qualité. Un pot de crème fraîche et 2 cuillères à soupe de farine. Ça, je suis bien placée pour avoir la bonne farine. Bah oui. Alors là, je mets quelques lardons fumés. Que nous combinons à notre poitrine fraîche nature et revenue avec les échalotes, l'ail et l'oignon. Maintenant, on peut verser dans le chou. On verse dans le chou. On y va. Et donc, vous avez fait une sorte de cavité avec vos feuilles, là. C'est vachement élaboré. Puisqu'on a une feuille Ah, vous avez gardé un couvercle. On va peut-être le fermer. Ah oui, d'accord. Vous avez fait comme une espèce de cordon. On va resserrer là. Donc là, je ficelle bien. Bon. Hop. Et je le plonge, hein. Voilà. Et là, vous allez laisser cuire combien de temps? Voilà, au moins 4 heures. Le reste de la farce va servir pour la version charentaise, plus simple dans son plat à gratin, mais plus rapide avec sa cuisson au four d'une demi-heure seulement. Pour les farcis charentais ou poitevins de Martine, prenez à la ferme ou sur le marché 4 à 5 poireaux, une botte de blettes, 500 g d'épinards, 200 g de poitrine de porc fumée, 200 g de poitrine fraîche, un oignon, 2 échalotes, 2 gousses d'ail, 30 g de beurre, 3 œufs, 20 centilitres de crème fraîche épaisse, 2 cuillères à soupe de farine et un gros chou vert frisé pour le farci poitevin uniquement. C'est dans la boîte, en tout cas dans le carnet. Merci beaucoup. Super. Ah oui, pardon. Christelle arrive à point nommé de sa ferme alors que Martine apporte le farci charentais. Alors, ils se mangent chaud ou froid, ces farcis? Alors, on les mange froids, plutôt en entrée. Bon, allez, on s'installe, merci. Alors, est-ce que c'est un plat qui a un goût d'enfance pour toi? Ah bah oui, bien sûr. C'est un plat des fêtes de famille, en fait. Ah oui? Voilà, parce que ça se faisait à l'avance, et puis voilà, on mangeait ça le soir. C'est plutôt un plat de fête, alors? Bah finalement, oui. C'est devenu un plat de fête. Martine a voulu me montrer le résultat de son farci poitevin et en a gentiment préparé un à l'avance. Est-ce que toi, tu as pris le relais et tu cuisines un peu aussi? Moi, je cuisine, oui. Si, j'aime bien cuisiner. Après ça, bon, je laisse faire. Il y a une spécialiste pour l'instant. Ouais. Oui. Regardez comme c'est joli. Très bon. Et c'est drôle parce que finalement, c'est quand même assez différent. De par la cuisson à l'eau dans le bouillon, on a une espèce de fraîcheur et de souplesse dans celui-là, oui, alors l'autre est plus ferme. Il y a un effet plus frais, effectivement, dans le chou, là. J'ai trouvé. Oui, parce que c'est imbibé de bouillon. Non, c'est très bon. Les deux versions sont excellentes. Ah oui, ça garde frais. Et je comprends que vous préfériez avec des morceaux, parce que c'est vrai que c'est pas la même chose quand on a de la viande hachée, finalement. Bien sûr. Mon mari, il aime mieux comme ça, quand il sent les petits morceaux de viande. Ouais. C'est pour ça qu'il est resté, d'ailleurs. Hein. Ah oui, la magie du farci. J'ai donné rendez-vous à Martine, Christelle et tous leurs farcis demain pour notre banquet à La Rochelle. Après le farci charentais, autre fierté locale, la jonchée. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors il s'agit d'un fromage, d'un entremets, d'un caillé. On ne sait pas très bien. D'ailleurs, les avis divergent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très bon. Éric est le dernier d'ailleurs à les réaliser avec du jonc naturel. Et ça se passe du côté de Rochefort.
C'est mon papa qui m'a appris dès que j'ai pu marcher. J'allais avec lui ramasser les joncs. Alors là, on fait une sélection. On retire les herbes qu'il y a dedans et les joncs qui sont morts, qui sont jaunes. Après, il faut les choisir pas très gros ni trop petits. Et là, après, on les fait rouler dans les doigts un par un et on retire les mauvais. Quand on était gamin, c'était notre corvée un peu. À 51 ans, Éric Jarnant est le dernier fromager à perpétuer la tradition de la jonchée naturelle. Un caillé fermier et non salé enrobé dans une paillasse de jonc vert qu'il cueille régulièrement à la belle saison dans les marais rochefortais. Dans l'atelier, les joncs rapportés par Éric sont cousus à la machine. Puis taillés au ciseau pour réaliser ce qu'Éric appelle des paillons. De l'autre côté de l'atelier, Éric débute sa préparation fromagère. Il met le lait cru à bouillir, puis le transvase pour y intégrer de la présure et faire coaguler le lait. Le fait d'aller chercher le lait frais et le fabriquer aussitôt, ça reste un laitage hyper frais. Et ensuite, on va attendre une petite heure, une heure et demie. Et après, ça sera comme du flan. Éric en profite pour récupérer les paillons de jonc naturel mis à tremper pour être purifiés. Donc là, je prends les paillons en jonc naturel. Ils sont dans l'eau à 2 degrés. Il faut changer l'eau tous les jours car c'est une plante très vivante, donc il dégage son petit côté herbacé, mais plus ou moins fort. Donc là, il y en a des comme ceci. Ils arrivent en bout de course. Et là, vous avez ceux qui ont de début de saison, qui ont 3-4 mois. Car lorsqu'il vend ses produits lactés, Éric récupère les précieux paillons faits main. Il les conserve ainsi jusqu'à 6 mois. Là, nous sommes à la deuxième partie, donc le lait est coagulé. Et là, on le met dans le paillon à la louche. C'est vrai que ça demande beaucoup plus de temps, mais par contre, on a une qualité supérieure par rapport à d'autres. Après, vous ne pouvez pas avoir plus court. C'est fait le soir et c'est livré le lendemain matin. Donc, question fraîcheur, c'est vrai qu'on ne peut pas faire mieux. Le jonc sert autant à parfumer le laitage qu'à le contenir joliment. Donc là, on va attendre 2 minutes à peine qu'elle s'égoutte un petit peu et après, on va les stabiliser dans l'eau froide. Ainsi, l'eau glacée permet à la jonchée de conserver sa texture ferme et onctueuse durant tout le trajet de livraison. Un petit périple de la côte rochefortaise à La Rochelle qu'Éric effectue quotidiennement pour son plus grand plaisir. On démarque, c'est la plus vieille clientèle. Mais ils m'ont connu depuis tout petit. Donc c'est même plus des clients, c'est plus des amis que des clients. Le porte-à-porte, c'est le bon côté de la chose, si vous voulez. On se confie énormément. Des fois, je change la bouteille de gaz, une ampoule, ou je branche un four. C'est comme le facteur faisait autrefois. Et c'est convivial, c'est très humain. Et par contre, on donne, mais on a le retour aussi. Bonjour Mme Georgette, vous allez bien? Un comme d'habitude? Non, tu m'en mets 2. 2. Quand il vient pas, ça nous manque. J'ai 9 enfants qui aiment ça. Et voilà Mme Georgette. Merci. Que tu repasses quand maintenant? Ben mardi, comme d'habitude. D'accord. Au revoir Mme Georgette, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci. Merci, au revoir. Combien je en mets? 1, 2? 3 ou 4. Ah, c'est comme vous voulez. Et voilà. Merci. J'ai bien sûr passé commande à Éric et il viendra également nous apporter sa jonchée fraîche en main propre. Je repars en direction de La Rochelle pour préparer un plat de vieux loup de mer avec Sylvain, un ami de Gilbert rencontré un peu plus tôt. Le clam boy, comme il l'appelle, est un plat qui se prépare essentiellement avec des moules. Celles-ci ont d'ailleurs été cueillies ce matin même par un autre gars de la bande, Benoît Duriveau, un mytiliculteur qui travaille au large de La Rochelle. C'est une vraie forêt de pieux de chêne qui a été piquée dans la mer. On est les 5e descendants des mytiliculteurs, des premiers boucheleurs qui cultivaient les moules sur les bouchots.
On est des paysans de la mer. Hein. J'ai un collègue qui disait qu'on a des vignes marines. Les moules vont pousser en grappe et nous, notre travail concrètement, c'est de mettre des pieds de vigne, de retirer l'excédent des grappes de raisin et de les travailler toujours pour qu'ils arrivent à maturité au top. Prête-moi ton petit seau, tcha-tcha-tcha. Tu prêteras ta petite pelle, Oui, tcha-tcha-tcha. pour aller pêcher des moules, Des moules, des moules. Les moules de Benoît sont déjà chez Sylvain pour la recette de clam boy qu'il me réserve. Grand marin avec plusieurs traversées en solitaire à son actif, Sylvain est un homme aux 1000 passions qui a décidé de faire escale dans le quartier portuaire, la Palisse de La Rochelle. Même à terre, il cultive chez lui une atmosphère de cabine de bateau, quand ce n'est pas celle d'un studio de musique. Bonjour Sylvain. Bonjour Julie. Merci de m'accueillir. Plaisir. Alors je pensais que j'arrivais chez un navigateur, mais en fait je suis chez un musicien. Ben, quand on est trop souvent à terre, C'est du ça, coup, il faut se défouler. faut une autre passion, oui. Et la musique, c'est bien pour ça. Bon alors moi on m'a dit que les navigateurs ça fonctionnait au Pinot, entre autres, dans la région. Ça arrive, oui. Donc je t'ai apporté ça, je crois que ça va être utile pour ta recette. C'est un cadeau de ton copain Gilbert. Eh ben oui, on a fait des grandes aventures ensemble. Voilà, les 400 coups. Dis donc, tu nous as fait une nature morte là. Alors, Voilà, des les ingrédients. moules de Bouchot. Donc les moules de Bouchot. C'est des pommes de terre plutôt genre binge, chair tendre. Non, il faut qu'elles se tiennent bien quand Ah, même, elles se pour pas que tiennent ça bien. devienne de la purée D'accord, dans la cuisson. D'accord. Donc là, Du tu as de la lard fumé. poitrine fumée. Voilà, et des oignons. Et c'est tout? Et le pinot? Et le pinot. C'est hyper simple. Et en fait, le goût vient du fait que, comme on va faire en strates, D'accord, on monte en couche. le parfum du lard fumé va monter, en même temps que le jus des moules va descendre. D'accord. Et le pinot va enrober tout ça. Voilà. Et c'est une recette que tu as mise au point comment? Au départ, c'est une recette qui vient d'Amérique du Nord, une belle recette de deux marins, et je trouve très simple, pas très connue, et qui donne un goût très particulier à cet ensemble. Nous démarrons ce plat en pelant pommes de terre et oignons. Donc émincé, hein, chef? Voilà. C'est ça? Fin, pas trop fin? Assez fin, tout doit être Assez fin. Parce que ça cuit Parce vite, que c'est les ça? moules cuisent vite. Bah oui. Et donc les pommes de terre, c'est pareil. D'accord. On les émince très fin. Ouais, oui. Oui, parce que ça cuit tout ensemble, hein, c'est ça? Oui, tout ensemble. Quand les pommes de terre du haut sont cuites, Ouais. tout est cuit. Ah, d'accord. On pleure beaucoup. Alors il y a un truc pour les oignons pour pas pleurer, mais vrai. Hein. Vas-y. Les végétaux sont vivants. Ouais. Ils ressentent le stress. Si on pèle un oignon du haut vers le bas, Ouais. il n'a pas de stress, on ne lui coupe pas les racines. Ah, donc faut là, moi, j'ai finir. coupé la racine tout de suite. Et voilà. Et après, on le coupe pareil, du haut vers le bas. Ça fait C'est des choses qui marchent super bien. 185 voyages pour le décarnet de Julie. On m'avait jamais parlé de la psychologie de l'oignon. Eh ben oui. Alors là, Mais tous les légumes sont comme ça. chapeau. Les navigateurs ont des ressources inédites. Alors, le lard, c'est pareil, il faut que ça soit fin. Ouais, alors sur les bateaux, c'est des lards millésimés qui sont tout secs, j'imagine. non? Bon, ouais, quand on veut le conserver, ça, oui, hein. il est beaucoup plus dans le sel ouais. et fumé, oui. Ouais, sinon il prend l'humidité. Bah, c'était pratiquement la seule viande embarquée avant. hein. Maintenant, ouais. plus Maintenant, on a des moyens. C'est plus moderne, effectivement, mais sincèrement, ça reste, quand on voyage longtemps, une très bonne base. Quoi. Ouais, bien sûr. Qu'est-ce que je peux Voilà. faire pour toi? Est-ce que je Eh coupe ben, les patates on va arriver. Ben, on de va façon à ne pas les faire pleurer? Voilà. Je vais essayer. Alors attends, c'est peut-être Coupe trop en deux. épais ça. Ouais, c'est la limite supérieure. C'est à la limite, d'accord. Et voilà. On a à peu près tout. On a tout ce qu'il faut. On va dresser. Allez, vas-y, dressons. Moi, je commence par le lard pour que le fumet monte D'accord. en caramélisant avec le temps. Donc on met ça comme ça. Voilà, sur le fond, Hop on va là. en mettre quelques-uns. Nous poursuivons en mettant une fine couche d'oignon, les pommes de terre émincées bien à plat, et enfin les moules de Bouchot, bien sûr. Voilà. Et là, je rajoute. Et là, on recommence. On remet du lard. Alors, je remonte en couche, hein. Et tout cela jusqu'à hauteur de la marmite.
Alors en mer, vraiment à bord, on a le temps de se faire la cuisine ou est-ce que on a du temps en mer. Ouais, on a du temps. Justement pour faire de la cuisine avec des ingrédients de longue conservation, quoi. Ouais, donc il faut être imaginatif pour Bien sûr, parce qu'on a peu d'ingrédients se donner du goût, quoi. Sylvain poivre, et j'ajoute l'équivalent d'un bon verre de Pinot Rochelet offert par Gilbert, mais pas plus, pour ne pas trop humidifier les ingrédients. Il n'y a plus qu'à mettre la marmite sur le feu durant une demi-heure. Eh bien écoute, pendant que ça cuit doucement, moi je vais noter la recette. Bon, je m'installe à la batterie parce que j'ai pas trouvé d'autre siège. Hein. Mais j'ai jamais joué de batterie, moi. Tu t'assois, là, voilà, t'as deux pédales. Deux pédales, je mets les deux pieds. Le pied droit d'abord, puis le pied gauche. Voilà, et après, il faut garder ça et... J'ai ça dans le fond. Voilà. Bon, je vais m'en tenir à mes patates, hein. Tu sais quoi, chacun sa spécialité. Alors, hop là, on va noter ça. Pour préparer en rythme et en musique le clam boy de Sylvain, prévoyez pour 4 personnes 2 kg de moules, 2 gros oignons, 500 g de lard fumé, 6 pommes de terre à chair ferme et un verre de Pinot des Charentes. Navigateur, musicien, Sylvain, l'ancien ingénieur, a un autre talent, celui de coutelier, et c'est son activité principale aujourd'hui. Donc c'est toi qui as créé cette gamme de couteaux? Voilà. Couteaux de marin. Au départ, oui. L'idée, c'était qu'il y avait des couteaux étaient faits par des montagnards. Et c'était pas adapté? Des fois oui, des fois non. Bah oui, c'est l'outil vraiment de sécurité pour lequel on fait tout. Donc il faut un objet qui nous ressemble le plus. Et comme j'ai eu cette idée-là dans les îles des Açores, j'ai eu l'idée de les faire en forme de baleine. Ah, d'accord. Le design est magnifique. Voilà. Mais alors on peut les utiliser aussi comme couteau de table. C'est pas uniquement des couteaux de main. Là, on a une version couteau de table. Nous verrons plus en détail les couteaux de Sylvain dans son atelier. Mais pour l'heure, c'est le clam boy de notre marin qui m'intéresse. Le but, c'est d'en prendre jusqu'au fond. D'aller jusqu'au fond, de prendre toutes les couches. Et voilà. Ça sent bon. Magnifique. Allez, on attaque. Très, très bon. Oh là là, elles sont bonnes, hein, tes moules. On sent pas trop le pinot, mais je pense que dans le fond, tu dois avoir le jus où tu le sens peut-être plus. Mais les pommes de terre sont très parfumées. On se régale. Gilbert, il parlait que c'est lui qui a fait l'enseigne de tes couteaux? Oui, c'est ça, oui. Et ça évoque un peu les bandes dessinées de Tintin? Absolument. La Rochelle est le seul port cité dans les aventures de Tintin. Ah bon, il n'y a pas d'autres ports? C'est le seul port réel cité. Ah ouais? Oui. Et du coup, c'est un petit clin d'œil de dessiner un peu à la RG, le représenter, avec le ciel jaune. Voilà. Tout a un sens. Toujours un petit peu, oui. Comme je vous le disais, sur mer comme sur terre, Sylvain est un aventurier touche-à-tout qui a mis tout son talent et son énergie dans la fabrication des premiers couteaux de marin. Alors, quand il n'est pas en train de jouer de la musique ou de cuisiner, Sylvain est dans son atelier de coutellerie situé au cœur de la ville côtière. La fabrication de ces couteaux artisanaux nécessite plus de 10 opérations successives. C'est un vrai jeu de patience. L'idée, c'était de faire en fait des objets à la main, à La Rochelle, dans un seul lieu. Sylvain a voulu des lames en acier inoxydable qui ne s'abîment pas en mer. Il les réalise intégralement, de la taille au marquage, en passant par le polissage pour les rendre les plus résistantes et les plus brillantes possibles. Puis il réalise par la suite les manches, toujours sur mesure, avec de multiples essences de bois. Une fois qu'ils ont bien séché dans cette forme-là, on va commencer le travail, on va dessiner nos couteaux et puis on va les découper et faire tout le travail qui va avec. Je l'ai orienté pour que les veines du bois soient agréables à regarder d'une part, et deux, que ça soit plus solide. Parce qu'en fonction de l'orientation, on peut créer ou pas des fragilités. Alors, ce gabarit, c'est la forme de nos couteaux cachalot. C'est un beau clin d'œil pour les marins. Un des plus beaux livres de mer, c'est quand même Moby Dick. Voilà, donc c'est tout cet ensemble d'univers maritime qui m'a fait choisir le cachalot. La forme du cachalot s'affine par des découpes et ponçages successifs. Tout est dans le détail. Ça permet de faire des baleines qui rigolent. Comme une baleine, c'est quand même assez connu.
en 20 minutes, je vais finir un manche, à partir de cette étape-là. Attention, ces 20 minutes-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de temps avant l'apprentissage des gestes. Donc c'est un façonnage, c'est une sculpture en fait. Sylvain et son équipe, constituée de 10 autres artisans, réalisent ainsi chaque année 1 millier de ces pièces. Toutes sont uniques. On ne peut que leur souhaiter bon vent. Hop, le premier œil. Le fromage ici, on le met dans des joncs, mais on le met aussi dans des tourteaux, le fameux tourteau fromager, qui est ce gâteau au fromage relativement léger, qui a la particularité d'être recouvert d'une couche bien noire. Et pourtant, quand il est réussi, de ne pas sentir le brûler. Sabine est une experte, ça n'est pas son métier puisqu'elle est prof, mais pour autant, elle réussit, paraît-il, un excellent tourteau. Et ce sera l'occasion aussi de découvrir sa maison, qui est également une maison d'hôte. Ça peut servir si on vous a vraiment donné envie de découvrir La Rochelle. Allez, marre des bois de filles, marre des bois extra, marre des bois de filles. La cité possède un lieu qui ravit tous les visiteurs. C'est son grand marché central. Sous une halle du 19e siècle, il se tient tous les jours de l'année et rythme la vie des Rochelais. Quelle couleur pour une salade? Et voilà, ce sera tout. Au fil des saisons, les meilleurs produits locaux, maraîchers, fermiers et ostréicoles y défilent. Il est considéré à juste titre comme l'un des plus beaux marchés de France. Les 2 pots? C'est également un passage obligé pour Sabine Durand, qui, fraîchement installée à La Rochelle, connaît néanmoins la ville et sa grande halle depuis plus de 30 ans. Elle y a ses habitudes. C'est à qui? À nous? Parfait, merci bien. Bonjour. Alors, je vais préparer mes tourteaux fromagés. Très bien. Donc, il me faudrait du fromage de chèvre frais. Ça fait à peu près 300 grammes. Oui, bah, c'est parfait. Donc, ils sont nature, hein, sans sel comme à l'habitude. Hein. Parfait. Un fromage blanc au lait entier et à la texture onctueuse appelé Manlois, du nom de sa ville d'origine, Mansle, située à proximité de La Rochelle. Ce sont des produits que je ramasse moi-même toutes les semaines chez mes fermiers. Donc, ce sont des producteurs que je connais depuis longtemps. Sabine achète également 6 œufs fermiers et poursuit ses emplettes vers les stands de coquillages et crustacés. Pas de repas rochelais sans fruits de mer des îles voisines, Ré et Oléron. Bonjour. Alors, j'ai besoin pour l'apéritif de quelques huîtres d'Oléron. Oui. On va avoir une spéciale classique marraine Oléron, hein. C'est-à-dire une spéciale un peu charnue, plutôt salée iodée. Et de l'autre côté, là-bas, j'ai une autre spéciale qui est beaucoup plus charnue, mais plutôt avec un petit goût sucré, ce qu'on appelle ce petit goût noisette. Voilà. Après, ça va être une histoire de taille. Hein. Les huîtres de marraine Oléron sont généralement élevées et affinées dans des anciens marais salants, bassins peu profonds et exposés au soleil que l'on appelle des clairs. Nourris de micro-algues, les coquillages obtiennent une couleur verte, une texture et une saveur bien à elles. Alors là, c'est assez iodé. Ça donne un coup de fouet le matin. Sabine repart avec un assortiment d'huîtres d'Oléron, mais les huîtres de l'île de Ré ne sont pas loin. Le plus souvent, celles-ci grandissent en pleine mer au rythme des marées puis s'affinent en bassin. Les ostréiculteurs s'amusent à varier les méthodes d'élevage pour créer plus de diversité. La fine, elle grandit au niveau des parcs. Donc c'est une huître qui est toujours en pleine mer mais qui va subir la marée. Alors que la spéciale, elle ne voit jamais le soleil. Elle est constamment sous l'eau, du coup beaucoup plus grasse. Sabine prend un peu de chaque. Il y en aura pour tous les goûts. Et à La Rochelle, les huîtres, qu'elles soient de Ré ou d'Oléron, ne vont pas sans crépinette. Ici, de la viande de porc finement hachée, parfumée au muscadet et enveloppée dans de la crépine. Une tradition culinaire ostréicole bien ancrée est venue des fêtes de fin d'année. C'est une drôle d'association qu'il me tarde de goûter. Bonjour Sabine, j'entre. Hein.
Vas-y, rentre. comme chez moi. Bonjour. Julie. Quelle Ravie jolie de maison. t'accueillir à la maison. Merci. On ne soupçonne pas cet endroit depuis la rue. Effectivement. Et on arrive ici avec ce joli jardin. Alors là, on est dans une maison d'armateur. Là, on est dans une maison d'armateur. Qui date de quelle époque? Qui date du XVIIIe siècle. Alors regarde, je sors de mon chapeau littéralement la farine que j'ai récupérée auprès de Christelle. Farine bio à la meule de pierre, faite à la ferme. Et ça, c'est une farine type 65, donc plutôt adaptée à la pâtisserie, ça te va? Eh bien, parfait. On va commencer, voilà, tu vas goûter ce produit. Nos tourteaux fromagés. Alors, le tourteau fromager, donc parle-moi un petit peu. C'est un dessert de la région Poitou-Charentes, en fait. C'est un dessert de la région de Melle, qui est située à côté de Niort. Le tourteau fromager, en fait, c'était un dessert que l'on faisait au moment des cérémonies. D'accord. Au moment des baptêmes, des mariages. Alors, donc, on commence par la farine. Alors, on va en prendre 250 grammes. 250 g de farine à laquelle Sabine intègre 50 g d'eau et 75 g de beurre demi-sel pour réaliser ce fond de gâteau. C'est une base de pâte brisée qui va garnir ce moule, c'est ça, hein? Oui, très très fine. On va essayer de la faire la plus fine possible. Est-ce que tu veux que pendant ce temps-là, je prépare la pâte fromagère? Avec plaisir. Alors, tu vas mélanger le fromage de chèvre, ce sucre qui est dans le petit pot. D'accord. Voilà. Sucre fin. On va rajouter des œufs. Combien en veux-tu alors? 6, s'il te plaît. Ouais. C'est presque comme un soufflé au fromage finalement, hein, c'est ça? Tu les casses, tu sépares les blancs des jaunes. Ma pâte est faite. Donc ça, c'est un dessert qui est toujours d'actualité, qui continue de se faire dans la région. Oui. Pas un dessert oublié. Ah non, 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 pas du tout. Et c'est vrai qu'au début, certaines personnes peuvent être sceptiques quand elles voient cette croûte noire en se demandant... Oui, parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas le tourteau fromager, c'est effectivement un gâteau bien dodu, bien rond, mais qui a la particularité d'avoir sur le dessus une croûte brûlée. Enfin, exactement. Le but, c'est d'avoir vraiment une croûte noire au-dessus et qui va du coup protéger. Ah, c'est ça, ça fait comme une coque. Exactement. Et ça quand fait il une est protection. réussi, il ne sent pas le brûler. C'est là toute la difficulté. Et le goût du fromage de chèvre apparaît bien sous cette croûte noire. Parce que ça n'a pas l'air, mais c'est assez technique quand même. C'est technique pour la cuisson. C'est facile à rater. Oui, tout à fait. Je suis donc scrupuleusement les conseils de Sabine et verse 50 g de lait et 50 g de farine dans les jaunes d'œufs. Et à la fin, tu rajoutes le cognac. D'accord. Voilà. Le cognac. De la région. Typiquement régional. On pourrait le faire au pinot aussi, mais bon. Oui. J'ai déjà testé. Oui, c'est sûrement très bon. C'est très bon. Sabine monte les blancs en neige avec du sucre. Puis elle abaisse sa pâte. J'essaye de faire une pâte la plus fine possible pour que ce soit pas du tout épais et qu'on sente vraiment bien le fromage de chèvre. Et oui, c'est le but quand même. Exactement. De mon côté, je lis les blancs en neige montés assez fermes à l'appareil. Alors, toi, tu cuisines souvent, j'ai l'impression que c'est quand même un... Moi, j'aime bien cuisiner. Un passe-temps qui te détend, c'est ça? Ça me détend. Quand j'ai quitté mes élèves qui m'ont pris pas mal d'énergie, du coup, quand je rentre à la maison, je fais pas de sport, mais je cuisine. Mais t'en fais en cuisine, c'est pas mal. Exactement. Alors, je remplis à hauteur? À peine. À peine. Bon. À peine. Voilà, c'est bien. Comme ça, pas plus. Non, pas plus. C'est bon? Allez. Attends. Le troisième. Voilà. Un peu plus quand même. Allez. Alors maintenant, eh ben, écoute, on va les enfourner pour 20 minutes à 250. 250, les 20 minutes, c'est pour avoir une croûte bien noire sur le dessus. Et puis après, je descendrai à 180. Pour confectionner 4 tourteaux fromagés comme Sabine, prenez pour la pâte brisée 250 g de farine, 75 g de beurre demi-sel et 50 g d'eau. Pour la garniture, 250 g de fromage de chèvre frais, 170 g de sucre, 50 g de lait, 6 œufs, 50 g de farine et 10 g de cognac. Olivier, le mari de Sabine, qui tient la maison d'hôte, a de son côté saisi au barbecue les fameuses crépinettes. Il dresse maintenant la table. Attention, je suis armée, hein. T'as intérêt à avoir le rythme. Je vois ça. Tu as vu la beauté de ces couteaux? Magnifique. C'est magnifique, ils sont tous différents en plus. La tribu de marins Rochelet débarque dans cette ancienne maison d'armateurs.
avec en tête Benoît Duriveau, le copain mytiliculteur de Gilbert et Sylvain, qui les fournit régulièrement en beaux coquillages. Gilbert le suit avec quelques crus du pays et Sylvain ferme la marche avec son clam-boy entre les mains. Oh là, dis-moi, on va pas manquer d'huîtres. J'ai installé les huîtres. Magnifique. Donc ça, ce sont les huîtres de l'île de Ré. Ah bah tiens, justement, notre mytiliculteur. Bonjour Benoît. Salut Gilbert. Bonjour Benoît. Le panier bien rempli. Bonjour Sylvain. Ça va? Bienvenue. Christelle, notre agricultrice multicasquette, et sa mère Martine se joignent à nous. Avec Eric, le docteur S. Jonché. Bonjour Christelle. Bonjour. Bonjour Martine. Oh là, dites-moi. On est chargé. C'est la ferme en entier que vous apportez. Presque. Bonjour Martine. Bonjour Eric. C'est à vous que Alors je donne vous, ça. je ne vous demande pas ce que vous apportez. Ah, la jonchée se conserve dans de l'eau, c'est ça? Dans de la glace. Oh là là, mon Dieu. Les plateaux d'huîtres des îles de Ré et d'Oléron sont déjà installés sur les tables et ne se font pas attendre. C'est Oléron contre île de Ré. Oléron contre île de Ré. D'accord. Qu'est-ce qu'elles ont de différent a priori? C'est juste le mode d'élevage? Exactement. Bon, allez, moi je vais goûter Oléron, île de Ré. Et alors, donc traditionnellement, c'est ça, on mange les huîtres avec les crépinettes? Ah oui, c'est super bon. Ça, c'est quoi? C'est Charente-Maritime? C'est charentais, je crois. Charentais plus largement. On a le droit de mettre son couteau. C'est mal. Oléron, validé. Hein. Très bon. Celles d'Oléron, elles sont pas très salées. Après, tu sais, il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y a des gens qui les veulent salés, il y en a d'autres qui les veulent pleines en eau. Et alors finalement, quand on parle de clairs, donc affinés dans les clairs, ce sont les bassins qui sont les anciens marais? Dans les anciens marais salants. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que sans les hommes et sans le travail des hommes qui ont façonné tous ces marais, le marais sur l'île d'Oléron, sur l'île de Ré, il serait complètement allé au corbeau et puis il y a une végétation qui serait luxuriante, mais aucune richesse. Donc c'est une façon d'entretenir les territoires. Et Dieu sait qu'il est beau ce paysage de marais. Donc ça c'est l'île de Ré. Bon, moi j'ai un faible pour l'île de Ré. Elles sont très parfumées, c'est vrai. Allez, prenez vos verres, prenez vos huîtres, prenez ce que vous voulez et on va passer à table. Cette mise en bouche marine et iodée terminée, nous passons aux saveurs de pleine terre, une fois à table, avec le farci poitevin de Martine. C'est drôlement joli quand tu découpes ton chou, hein. Ah ouais, très joli. Accompagné pour l'occasion d'une salade de mojettes, ces petits haricots blancs, produits phares de la région. Alors, les salades de mojettes. Alors ça, c'est les mojettes de ton exploitation. Voilà, les mojettes de la ferme. Alors, qu'est-ce que tu as mis dans cette salade de mojettes, Christelle? Ah, c'est maman qui a fait la salade. Ah, c'est maman? Oui, oui, oui. Alors, maman? Mais il y a juste des mojettes, de l'huile, du vinaigre, de l'assaisonnement, un peu d'ail. Non, mais il n'y a pas l'huile, c'est pas n'importe quelle huile. Ah, ben non, c'est un mélange de 4 huiles. Alors tu mets, il y a huile de... Alors il y a 65% de caméline. C'est la même famille que le colza en fait. Et donc ensuite, on a 20% je crois de tournesol et on a un peu de chanvre et de bourrache. Et de bourrache. C'est un vrai ingrédient. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai aliment. Absolument, ça fait partie de la recette. C'est vraiment un ingrédient de la recette. En tout cas, c'est délicieux, hein, mesdames, vraiment. Alors, est-ce que ça rappelle des souvenirs à quelqu'un, ce farci? Il n'y a pas une semaine où la grand-mère de ma femme nous ramène du farci. C'est vrai. Et on vante les mérites du farci comparé avec celui de la voisine ou de la belle-mère. C'est la compétition entre grand-mères. Hein. Il ressemble plutôt auquel le farci de ta belle-mère. Et là, tout dépend de ce qu'il y a dans le jardin. C'est ça. Ça dépend des herbes qu'il y a dans le jardin. Est-ce qu'il y a plus d'épinards? Est-ce qu'il y a plus de choux? Alors, nous, pour le farci, poitevin, mais c'est surtout l'oseille. Oui, ça faut que ce soit la saison aussi. Hein. Parce que c'est pas la saison. C'est ça. Gilbert, toi qui es un peu l'historien de la table, est-ce qu'on a toujours mangé comme ça, ici en Charente? Je pense qu'on mangeait certainement beaucoup d'herbes. Beaucoup d'herbes, des salicornes, des herbes de ces plats. Des coquillages aussi, forcément. Des coquillages, des moules, et puis là, ce qu'on mange, c'est des plats de la préhistoire. Nous poursuivons avec nos produits antédiluviens, les fameuses moules de Bouchot, néanmoins cuisinées au goût du jour par Sylvain, mais aussi par notre mytiliculteur, venu avec un plat incontournable ici. Roulement de tambour, la mouclade de Benoît. Alors donc, raconte-nous comment tu fais cette fameuse mouclade. Eh bien, écoute, d'abord, tu vas pêcher tes moules le matin. Donc, ça, déjà, c'est ce que j'ai fait ce matin, tu vois. Et puis après, tu fais une moule marinière. Et tu prépares un roux. Et tu vas rendre un petit peu crémeux ce roux en y mettant de la crème fraîche. Et après, je mouille ça avec le jus de cuisson des moules. J'ai rajouté un peu de curry, j'avais pas de safran. C'est le plat traditionnel. C'est comme ça qu'on sert les moules en général. Voilà. Et dans la sauce, pour finir, il y a un petit doigt de pinot des Charentes.
Est-ce qu'il y a des plats où il n'y a pas de pinot ou Les moules à la sauce américaine de Sylvain vont garnir également les assiettes. Faut que je creuse. Faut que je creuse pour aller chercher le trésor. C'est vrai que s'il n'y a pas de lard, c'est pas le plat. Et alors dis-moi, Benoît, on parlait tout à l'heure un petit peu, on l'a abordé rapidement, de l'effet des marées sur les huîtres, qui donc, de ce que j'ai compris, les oblige à s'ouvrir et se refermer, c'est ça? Donc elles s'ouvrent quand elles sont dans l'eau et elles se referment logiquement quand elles sont plus immergées. C'est ça. Et donc ça constitue leur muscle, le fameux pied qui est si bon finalement. Mais alors est-ce que c'est la même chose pour les moules? Mais bien sûr, c'est pour ça que les moules de Bouchot, celles qui poussent sur les pieux, sont réputées meilleures, notamment plus fines en goût, que des moules qui viennent des gisements, des moulières naturelles. Par exemple, en mer du Nord, on a des gisements naturels ou des moules d'autres méthodes. Ils sont toujours immergés. Et donc, mais qu'est-ce que ça change? C'est une question de saveur, de quoi? Ah, mais c'est la saveur, la finesse de goût. On a d'abord une longueur en bouche, un peu comme du vin. Après, il y a le fumet. Le fumet, bien évidemment, quand on va cuire un coquillage, si on ouvre la gamelle, quand tu as fait cuire tes moules, elles sentaient bon, naturellement. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose. Donc on comprend l'importance des marées. Complètement. Ça permet au coquillage vraiment de durcir son muscle. Ça renforce leur coquille aussi, j'imagine. Ça renforce leur coquille, tout à fait. Alors vous qui êtes des Rochelais d'adoption, vous mangez local aussi? Oui. Ouais. Les huîtres, la mouclade, justement, le poisson. Est-ce que tu l'as fait comme lui, la mouclade? Oui. Comme Benoît, oui, mais la tienne est meilleure. Je pense que j'ai moins de... c'est gentiment dit, ça. J'ai hérité ça de ma mère et de ma grand-mère aussi. C'est intéressant parce qu'avec le même produit, vous avez fait deux plats finalement très différents. Ouais. Ça n'a rien à voir, mais c'est très bon. Dans les oui, il y a du fumé, hein. Il y a du fumé par le lard, ouais. Ouais, c'est vrai. Dis-moi, Gilbert, t'as posé ça négligemment comme ça dans l'entrée, mais c'est un peu ton livre, non? Je me trompe? Oui, j'allais te l'offrir. Ah bah c'est gentil, merci. Et donc ça, c'est l'histoire de votre expédition du phare du bout du monde. Voilà, exactement. Donc on y était avec Sylvain, on a fait partie d'Expé là-bas. Ça, ce sont tes croquis en route, c'est ça? Pendant la route entre Buenos Aires et Ushuaia, on s'arrêtait dans les villages, dans les villes, et donc je faisais ce carnet de croquis aux escales, voilà. Une folle aventure menée par une équipe de 8 personnes, dont Gilbert et Sylvain, partis près d'Ushuaia pour restaurer un phare abandonné sur une petite île argentine et reproduit à l'identique au large de La Rochelle. Au tour d'Éric d'apporter sa spécialité, la jonchée, pour amorcer le dessert, puisque ce produit n'est pas un fromage, mais bien une douceur lactée. Est-ce que le jonc communique vraiment un goût? Oui, et puis la texture, si vous voulez, on le sent d'ailleurs. Ah oui, dis donc, oui. Ouais. C'est Je vois que tu es maritime. un expert en couture aussi. Mais là, il y a un goût d'amande aussi. Tu as mis de l'amande déjà? Dans celle-ci, oui. D'accord, et pas dans celui-là? Celle-ci amandée, celle-ci, c'est... D'accord, parce que traditionnellement, on met de l'amande dedans. Alors chez nous, mais après, il y a des coins comme sur Oléron, eux, ils la préfèrent nature. La jonchée, magnifique. Ah oui, en effet. Pour trouver le plat jonché, il faut le faire. Pas facile, hein. Ouais. Là, les amis, là, Eric, il n'avait pas vu ça depuis longtemps. Ça, c'est amande ou amande? Celui-ci, c'est amande. Un petit coulis de... C'est une œuvre d'art. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on veut d'autre? C'est délicieux, hein, vraiment. C'est très très bon. Ah oui, c'est Très très bon. C'est vrai que c'est très beau et c'est très délicat. Hein. Mais finalement, Eric, l'essentiel, c'est quand même la qualité du lait aussi. Hein. Oui, bah, la qualité du lait, Vraiment puis être très vous exigeant. savez, il faut se battre pour la fraîcheur. Ouais. Moi, je travaille uniquement qu'avec du lait cru. D'accord. Les tourteaux fromagés, eux, sortent tout juste du four. Ils sont rebondis et noircis à souhait. Donc c'est là que la magie opère, c'est-à-dire qu'effectivement, d'extérieur, c'est tout noir, cramé. tout cramé, et à l'intérieur, c'est immaculé. moelleux, tout moelleux. Magnifique. Est-ce qu'à l'origine, c'était quelque chose de loupé? Oui, bah, c'est ce que j'ai lu. Et je crois que la légende, c'est ça, c'est qu'en fait, ça avait été oublié un jour dans le four à pain, quoi, le four à bois. Il y a un paquet de légendes ici. On sent que vous êtes un peu tous des marins, hein. Vous avez besoin de légendes. Hein. Ah, tu l'as fait, Julie, celui-là? Mais oui, monsieur. Absolument. Wow. C'est pour ça que ce sera peut-être pas le meilleur de ta vie, mais... Eric, je t'en prie. Mais comme Sabine les a agrémentés d'une compotée de figues et de caramel au beurre salé pour encore plus de gourmandise, le succès est garanti. C'est excellent, hein? C'est très bon, oui. Il y en a qui enlèvent la croûte, justement. Oui, Ah il y en a bon qui ne mangent pas la Il y en a qui ne mangent pas la croûte, hein, c'est ça. Hein. Moi, mes enfants, ils n'aiment pas la croûte. Ah oui, c'est ça. C'est tellement C'est bon. le goût de la croûte. Mais en fait, la croûte est bonne. Non, mais il faut reconnaître que pour en avoir goûté certains où la croûte était vraiment cramée, mais qui avait un goût de cramé, là, ça n'est pas le cas. C'est excellent, hein? Non, c'est vrai que c'est très léger. Drôlement bon. Hein. Ouais, d'ailleurs, Christelle, elle n'a mangé que la croûte.
c'est un souvenir d'enfance. Un truc de fou. On disait tout à l'heure, c'est des races qu'on peut pas te manger. Alors on peut faire quand on fait des petits. Alors on fait pas de chapon, on fait des trucs très simples. Oui, il va nous falloir quitter La Rochelle. Et en tout cas pour moi, je suis vraiment sous le charme de cette ville, solaire, discrète aussi. Et vous l'avez vu derrière chaque recette ici, il y a toujours une légende, une histoire de marin. Alors si vous avez envie de prendre la mer pour venir respirer les embruns de La Rochelle, on vous attend. Et sinon, faites les recettes à la maison entre la mouclade, le clam boy, les farcis, il y a le choix. Salut, à la prochaine.